je vais donc donner la parole tout de suite au docteur Virginie Perrotin, qui, outre son activité clinique de médecin de soins palliatifs, remplit une mission transversale de soutien technique, relationnel, éthique, décisionnel auprès des patients, auprès de leurs proches et auprès des équipes soignantes. Et elle porte une attention particulière à la réflexion collégiale. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse que les soins palliatifs soient représentés dans ce beau colloque. Notre discipline est souvent méconnue, voire méjugée, et vous nous offrez une reconnaissance très appréciée par nos équipes. À titre personnel, je suis très honorée d'être votre invité, enfant de Montpellier que certains d'entre vous ont vu grandir. Historiquement parlant et d'une façon un peu réductrice, les soins palliatifs se sont développés en France à partir des années 90 afin de replacer l'humain et la proximité de la mort dans la pensée et le raisonnement médico-soignant, car la médecine technoscientifique a conduit à une surspécialisation et un morcellement du malade. Les équipes de soins palliatifs travaillent à partir des préoccupations larges, médicales, psychologiques, sociales, du patient et ses proches. La prise en charge est dite globale, associée à l'accompagnement, qui est un regard porté sur un être vivant jusqu'au bout, malgré la proximité de la mort annoncée. Cette bienfaisance doit prendre garde à ne pas déborder sur l'autonomie du patient, virer au harcèlement relationnel ou au plaquage de projets étouffés. Éric Fiat aborde ce regard critique que les soins palliatifs devraient avoir sur eux-mêmes dans son texte « Affronter l'angoisse, affronter le tragique de la mort ». La remise en question vaut pour les soins palliatifs et aussi les recettes toutes faites qui ont dérapé de leur concept. Lors des dernières décennies, la médecine s'est laissée entraîner dans les avancées techniques sans toujours interroger si une telle avancée est un progrès. Les champs de l'éthique clinique et des soins palliatifs, surtout au sein des équipes mobiles transversales, se sont rapidement rejoints. Nous déployons notre expertise sur les plans médical, psychologique, social, technique, juridique et éthique auprès des équipes de soins, des malades et de leurs proches. Nous faisons quotidiennement face à la finitude, la séparation, l'angoisse de mort, la souffrance, l'impuissance, mais aussi la vie, qui réémerge par toutes les portes d'entrée possibles avec une belle créativité. Il est moins su que les mots incertitude, doute, inquiétude, au sens de non-quiétude, font partie de notre quotidien. Il s'agit de repérer, d'énoncer des dilemmes éthiques et participer à leur résolution, développer individuellement et collectivement nos aptitudes à discerner le bien et le mal. Douter, idéalement en collégialité, devant la meilleure proposition à faire à un patient ou devant la meilleure décision à prendre. Nous développons la notion de réflexion en collégialité et occupons volontiers un rôle de tiers lors de la prise de décisions complexes. La concertation utilise la narration et se révèle un outil indispensable pour civiliser par la parole la violence dont nous sommes porteurs. La pratique de la réflexion à plusieurs valorise dans un premier temps la place des émotions et du désaccord, avant de faire émerger un consensus, parfois sans unanimité, comme l'enseigne Pierre Lecoz dans son indispensable petit traité de la décision médicale. La visée d'une telle pratique interdisciplinaire est « que faire pour bien faire ?» sans prétention de prendre la bonne décision, mais la meilleure possible dans un contexte donné, grâce à la pluralité d'opinions et la diminution de la subjectivité. Chacun d'entre nous a un angle mort, on en sort avec l'autre, qui se tient à une autre place, selon une formule empruntée à Catherine Perrotin, mon homologue du Centre interdisciplinaire d'éthique de Lyon. Notre inconfortable travail autour de la notion d'incertitude se retrouve face à la tentation sociétale de maîtrise associée à la revendication d'une autodétermination sans borne. Cette tension se traduit dans les lois sur la fin de vie, qui ne cessent de faire débat depuis plusieurs décennies. Je vais aborder ces questions d'une façon partiale. Cependant, mon opinion rejoint celle de notre société savante, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je tiens à préciser que je suis clairement favorable à la montée sociétale de la liberté individuelle et ainsi la reconnaissance de l'autonomie décisionnelle du citoyen malade. Pas question de regretter le paternalisme d'antan où les médecins parlaient latin entre eux au chevet du malade,
Précisons tout de même que ce raisonnement inaudible aujourd'hui se basait sur le principe de responsabilité et non pas sur un travers de toute puissance médicale comme c'est souvent interprété. Dans l'histoire de la relation médecin-malade, un indispensable projet de partenariat de soins est inscrit dans la loi dite Leonetti du 22 avril 2005, venant compléter la loi Kouchner du 4 mars 2002. En résumé, depuis 2005 est mentionnée dans la loi française ainsi que d'autres textes et recommandations l'obligation du médecin d'informer le malade afin qu'il puisse consentir ou refuser de façon éclairée les soins proposés par le médecin. La possibilité de limitation de soins afin d'éviter l'obstination déraisonnable, ainsi que la sollicitation d'une réflexion collégiale pour enrichir la discussion et limiter la subjectivité du décideur, complètent les grandes lignes de ce texte remarquable. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Malgré son déséquilibre constitutif, la relation médecin-malade est censée devenir plus équilibrée. Il faut reconnaître que ce changement de paradigme ne s'est pas réalisé à la hauteur des premières attentes du citoyen et du législateur. Leurs attentes ont alors augmenté dans le sens d'une prestation de services de santé qui renverse l'ordonnance du médecin vers l'exigence du malade à être entendu et obéi. La décision partagée, qui demeure sous-tendue par une proposition médicale, parfois établie collégialement, ne satisfait pas les revendications d'autodétermination de nos concitoyens. Ceux-ci estiment avoir le droit de décider par eux-mêmes, ici dans le domaine de la santé, sans, voire contre, l'opinion des professionnels requis dans la mise en œuvre de leur choix. Cette pensée s'ajoute à une rupture de confiance sociétale envers le corps médico-soignant, qui, si elle n'est pas sans un certain fondement, n'est pas constructive. Il est nécessaire de recréer un lien de confiance réciproque. La meilleure décision ne peut émerger que de l'association de nos connaissances respectives. La pensée moderne aspire à maîtriser l'incertitude décisionnelle ou pronostique, la perte, l'inconnu de la mort, et évite de se confronter à ces sujets en se focalisant sur des modalités. Qui décide, quand, comment. Et le principal sujet de tension est l'aspiration à un droit d'aide active à mourir. Cette question passe depuis une dizaine d'années du domaine philosophique au domaine politique au sens péjoratif électoraliste et se traduit dans les modifications de la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qui ouvre de nouveaux droits aux citoyens. Les directives anticipées deviennent décisionnaires alors qu'elles peuvent être remplies sans être malades, donc non informées. Et une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès peut être obtenue dans un cadre plus large que celui établi par les recommandations éthiques de bonne pratique de cette sédation parfois appelée définitive. Dans cette loi, les indications de sédation sont larges et se permettent de répondre à la délicate question de soulager toute souffrance, même existentielle. Ce texte ne convient pourtant pas aux tenants d'un droit à une liberté de choix totale s'agissant de leur corps. Ni les arguments concernant les conséquences universelles d'une autorisation du meurtre, ni le respect de la liberté individuelle réciproque des soignants n'entrent dans la considération de cette revendication qui est sous-tendue par des concepts philosophiques contractuels minimalistes. Je ne peux concevoir la liberté individuelle sans limite, ou sans aspect universel, ce qui revient au même. Il n'est pas inutile de rappeler le sens étymologique strict du mot autonomie. Autos, soi-même, et nomos, loi. La liberté est une obéissance à la loi qu'on s'est fixée soi-même, d'après Rousseau, et cela amène une forte contrainte, puisque le concept de loi implique l'universalité, selon Kant. Et je suis toute disposée à sortir les philosophes des Lumières de la naphtaline dans laquelle certaines voix qui s'autoproclament progressistes les remisent. Respecter l'interdit du meurtre dans un esprit anthropologique et définir des limites à la liberté individuelle permet de se tenir en présence de l'autre sans crainte. Il s'agit d'un choix sociétal. Voulons-nous continuer à nous préoccuper des plus vulnérables ? L'offre d'aide active à mourir risque de créer la demande. Les chiffres d'euthanasie déclarés en Belgique sont en augmentation constante. 1000 euthanasies en 2011, 2650 en 2019, et on évoque un taux de 50% d'euthanasie non déclarée. Prenons garde à la banalisation de la notion de dignité, qui aurait plusieurs degrés, alors qu'elle est constitutive de l'être humain et ne peut diminuer même avec le consentement de l'intéressé. Eric Fiertz expose clairement cette question. Le patient ne peut pas perdre sa dignité, mais peut avoir le sentiment de la perdre. Ce raisonnement est en lien avec l'intégration du jugement socio-dominant,
Il y aurait plus de valeur à être jeune, beau, autonome, avoir un travail, gagner de l'argent, etc. Le risque d'une domination d'un tel discours et sa traduction dans la loi étant qu'on ne regarde plus, au sens d'Emmanuel Lévinas, une personne affaiblie comme digne d'être un être humain, mais que la société lui suggère plus ou moins subtilement de demander une aide active à mourir. Terminologie fourre-tout qui empêche probablement d'appeler un chat ou plutôt une euthanasie un meurtre. D'ailleurs, il y a un tel déni de cet acte et ses conséquences qu'en Belgique, et même en France, dans la récente proposition de légaliser l'aide active à mourir en avril dernier, il est mentionné qu'il s'agit d'une mort naturelle. Il faut savoir que l'euthanasie a été légalisée au Canada, Québec inclus depuis 2016, alors que ce pays a été un modèle pour les soins palliatifs pendant 25 ans. L'Espagne a légalisé l'euthanasie et le suicide assisté cette année en 2021. Et des propositions de loi ont été déposées récemment, mais bloquées pour l'instant en Italie en 2021 et au Portugal en 2019. Ces jours-ci, l'Autriche est en train de légaliser le suicide assisté sans raison médicale requise. Et l'Allemagne suit la même voie. Il s'agit de moins en moins d'une question purement théorique, et cette pratique de l'homicide avec préméditation, quelles que soient les circonstances atténuantes qu'on lui accorde, bouscule un point d'ancrage en moi. Il me semble qu'il faut un socle, petit mais solide, sur lequel s'appuyer pour pouvoir régulièrement participer à des décisions complexes, être ouvert aux arguments contradictoires d'autrui, trouver des solutions à des dilemmes qui par définition n'auront pas de réponse parfaitement satisfaisante. Étant donné qu'il s'agit d'un témoignage, je révèle ici mon point d'ancrage personnel qui est de ne pas franchir l'interdit du meurtre, ne pas bouger ce curseur. Je vais conclure sur cette demande récurrente de légaliser une aide active à mourir, qui me conduit à interroger la part de la souffrance supposée être dévolue à la médecine au sens large. Et je remercie Éric Fiat de me confirmer que la souffrance existentielle ou métaphysique n'est pas dans le domaine médical. Il ne s'agit en aucun cas ici de faire l'apologie de la souffrance, mais de souligner que la souffrance n'est pas le contraire de la vie. La mort, avec ou sans les soins palliatifs, ne peut pas être absolument apaisée. Il s'agit d'une séparation qui porte en elle de la violence. Pour citer le docteur Régis Aubry, la vie peut être le lieu du tragique et il est utopique de demander à la loi de supprimer le tragique de la mort. Je vous remercie.